Chapitre 11. Une invitée surprise. C'est en sautant depuis le haut des marches que nous avons pris pied dans la neige, nos gros godillots s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la poudre blanche. Nous nous apprêtions à détaler vers les premières maisons, puis les bois derrière, qui, de ce côté, étaient assez proches du village quand nous l'avons découvert. Un soldat, seul, dressé dans la rue, telle une évidence. Une terrible évidence, celle de mon échec et la fin de nos espoirs. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti en fixant cet ogre en uniforme noir et brassard rouge. Je crois que de tous les sentiments qui bouillonnaient en moi, au-delà de la peur et du désespoir, celui qui dominait était avant tout la colère. Colère envers ces hommes qui n'en étaient pas, et ceux qui les dirigeaient, ces monstres pour qui les autres, l'humanité tout entière, n'étaient que des ombres dont ils pouvaient disposer à leur guise, qu'ils pouvaient écraser, broyer, détruire, sans plus d'égard que pour des insectes, avec un plaisir pervers, ou pire encore, une cruauté glacée et mathématique. Celui-là, un officier sûrement, portait en lieu et place du casque un petit calot noir rehaussé d'une tête de mort d'argent. Il brandissait dans notre direction la forme sinistre d'un pistolet automatique et nous fixait avec un sourire froid, celui d'un reptile. On part en promenade, messieurs. Il y avait dans sa voix distinguée un tel accent de moquerie et dans ses yeux bleus une telle satisfaction, celle d'ôter l'espoir à d'autres êtres humains. Je le haïs avec une force dont je ne me serais jamais cru capable. À cet instant précis, cette nuit-là, je compris une chose de manière certaine. Le mal, le vrai mal, a ceci de terrible, qu'il finit toujours par contaminer même ceux qui le combattent. Là, devant cette haute silhouette noire qui braquait sur nous son arme de métal, son visage pâle, tout en creux et en angle comme desséché de l'intérieur, marqué par une joie mauvaise, je me sentis impuissant. Derrière nous, je devinais M. Antoine et la formidable tension qui l'habitait. Je crois que, perdu pour perdu, il aurait commis une folie pour tenter de nous sauver tous les deux. Mais il n'en eut pas le temps. Je sentis soudain la main de Mosché se serrer sur la mienne, ses doigts m'étreindre avec une force douloureuse. Je me tournai vers lui pour le découvrir, les yeux exorbités, braqués en direction de l'ogre au calot noir, le souffle haché et laborieux, comme sous l'effet d'une émotion terrible. Oui, j'avais peur aussi, mais pas de cette manière-là. Et ce qui luisait dans ses yeux. Je me tournai à nouveau vers l'officier SS, et là, je découvris ce qui avait allumé dans les pupilles de Mosché une telle flambée de terreur. Car, de l'autre côté de la rue, émergeant de l'ombre entre deux maisons, s'approchait en silence une forme énorme, monstrueuse, qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Une forme face à laquelle notre pauvre création n'était qu'un jouet d'enfant. C'était plus haut qu'un taureau, plus large aussi. Elle parvenait à peine à glisser sa carcasse colossale entre les deux façades, avec la prudente et silencieuse démarche du prédateur en chasse. Rouquin de poil, un poil qui se hérissait sur le rable en une crête plus longue, drue et sombre, sa robe ressemblait un peu à celle d'un tigre, mais là s'arrêtait la similitude. La gueule, à elle seule, en orgie de dents énormes qui dépassaient des babines, devait bien mesurer 1 mètre de long. Quand nous avions créé la nôtre de bête, Gaston, Dédé, Françoise et moi, j'avais eu peur d'avoir un peu forcé sur les crocs. La nature, ou le diable, nous avait coiffés au poteau. Cette gueule-là, on la devinait capable d'engloutir un homme d'une seule cisaillée de mâchoire. Cela, je n'allais pas tarder à en avoir la preuve. Un instant, mon regard croisa celui de la bête, vert et lumineux, hanté d'une seule émotion, pure, sans partage, dévorante. La faim. La bête, devinai-je,
qu'elles viennent de l'enfer ou de quelque vallée oubliée où personne n'avait égaré ses pas depuis fort longtemps, poussées hors des bois par le manque de gibier, étaient affamées. Et ce soir, ne trouvant ni vaches ni moutons à se mettre sous les crocs, sentant peut-être dans le village de l'agitation, ou entendant les tirs et les cris, elle avait décidé de tenter sa chance un peu plus loin en territoire des hommes et trouver un autre gibier. Faute de grives, on mange des merles, disait un dicton que me citait souvent ma mère. Faute de bétail, que mangeait la bête? La réponse, je lus sans tarder. L'officier SS se régalait encore de notre peur quand quelque chose, peut-être ce sixième sens animal qui sommeille en chacun de nous, ou la direction de nos regards qui ne le fixait plus, éveilla sa méfiance. Dans le silence qui nous environnait, figés que nous étions tous, comme si le temps s'était arrêté, nous entendîmes, s'appropriant toute la nuit, le souffle profond et puissant de la bête. La peur, c'est plus communicatif que le rire, celle qui nous tenaillait, énorme, se glissa en lui. Je vis son expression de mauvaise et moqueuse se troubler, se déliter à mesure qu'il comprenait. De loup, il venait de passer au rôle d'agneau. Il se retourna d'un bloc et là se tétanisa, nez à nez avec le mufle monstrueux qui lui poussait au visage son souffle chaud, lourd et carné. Der Teufel, l'entendîmes-nous murmurer, et je sus, bien plus tard, que ces deux mots signifiaient le diable. Ce furent les seuls qu'il eut le temps de prononcer avant que la gueule énorme ne s'ouvre toute grande et que les effroyables mâchoires ne se referment sur lui. Il y eut un cri avorté, puis un bruit d'os qui craquait, et d'autres plus répugnants de mastication, puis plus rien. J'avais un instant détourné les yeux. Quand je les rouvris, la bête recrachait dans la neige blanche quelques morceaux de tissu tachés de rouge avant de reporter son attention sur nous. Son encas germanique l'avait mise en appétit. Maintenant, c'était notre tour. Nulle part où fuir. Derrière nous, les SS qui tireraient à vue ou nous feraient prisonniers. Devant, cette bête affamée que ce premier repas de chair humaine n'avait pas rassasiée. La bête faisait déjà un pan en avant, ses longues griffes semblables à des sabots s'enfonçant dans la neige, son énorme gueule souillée d'écarlate s'entr'ouvrant, ses yeux couleur d'émeraude nous couvant d'une fringale terrible. Incapable de faire un geste alors qu'elle approchait, plus terrifiante de seconde en seconde, nous ne pouvions que la regarder comme la souris fixe le serpent qui va la gober. Dans notre dos s'éleva un bruit de bottes martelant les planches du couloir, puis un cri que nous commencions à trop bien connaître. « Halt ! Was !» Il y eut une exclamation étranglée, puis le tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac d'une mitrailleuse, alors que la bête, poussant un grondement à vous liquéfier les tripes, sautait par-dessus nos têtes et se jetait sur celui qui venait d'ouvrir le feu. Un nouveau cri suraigu s'éleva du perron, qui cessa aussitôt. Mais d'autres suivirent, d'étonnement, puis de terreur, alors que la bête s'engouffrait dans le couloir et que les éclairs des armes automatiques se succédaient. Alors, comme si le carcan qui pesait sur nous s'était soudain levé, je me sentis à nouveau libre de mes mouvements. Saisissant Mosché par la manche, je le tirai vers moi et criai « On y va, on y va !» Je vis son regard, jusqu'alors perdu dans quelque vision effroyable, retrouver un peu de son éclat, alors qu'il reprenait pied avec la réalité. Monsieur Antoine ajouta à son tour, même si on devinait, sous chacune de ses syllabes et sur son visage, les traces de l'incrédulité et de la terreur. « C'est notre chance, allons !» Il n'en dit pas plus. Et alors que derrière nous s'élevaient encore les cris, les grognements infernaux et les tirs des mitrailleuses, nous nous enfonçâmes dans cette nuit en maléfice où un monstre de cauchemar faisait bombance de nazis. Le bruit était assourdissant, mais je peux vous dire qu'aucune porte ni aucune fenêtre ne s'ouvrit alors que nous traversions le village silencieux.
tout entier livré au diable et à ses mignons. Les hommes, leurs épouses et leurs enfants se terraient au fond de leur lit, un oreiller sur la tête, pour ne pas entendre l'enfer qui, cette nuit, donnait représentation